Dans un monde où l'argent est plus important que la vie, un gang associé au trafic de drogue contrôle les rues de Chicago. Les membres sont lourdement armés. Ils ont les poches pleines d'argent et de dangereux contacts internationaux. Il faudra utiliser toutes les armes de l'arsenal du FBI pour contrer cette menace mortelle connue sous le nom d'El Rooken. Chicago en Illinois. Au début des années 80, c'était une des villes les plus dangereuses d'Amérique du Nord. De puissants gangs avaient transformé Southside, la partie la plus au sud de la ville, en une zone de guerre. Pour endiguer la vague sans cesse croissante de violence, le FBI forma un groupe d'intervention anti-drogue. À Chicago, sa cible principale était un dangereux gang appelé El Rooken. John Podliska est l'assistant du procureur à Chicago. Les opérations d'El Rooken étaient principalement axées sur le trafic de narcotiques, la cocaïne, l'héroïne et le contrôle de tout le vaste secteur de Southside à Chicago où le gang vendait et distribuait ses drogues. Les membres exigeaient de l'argent de ceux qui voulaient vendre dans ce quartier et ils avaient la réputation bien méritée d'être le gang le plus prospère dans la vente de drogue et le plus violent de toute la région de Chicago. Au printemps 1985, plusieurs membres quittèrent le groupe pour former leur propre gang. Ils tentèrent de s'installer sur le territoire d'El Rooken. La riposte du gang fut rapide et mortelle. Tout Southside était sous l'emprise d'une violente guerre de territoire. Le FBI semblait impuissant face au taux de criminalité sans cesse grandissant. Puis, en mai, un indique donna un tuyau aux agents. Quelques membres d'El Rooken avaient quitté Chicago. Ils se cachaient dans une maison à Cleveland. Plusieurs d'entre eux étaient recherchés pour meurtre. Des agents du FBI et des policiers de Cleveland prirent la maison d'assaut et procédèrent à l'arrestation de quelques suspects. L'un d'eux s'appelait Anthony Sumner. C'était l'ex-général d'El Rooken, ce qui le rendait potentiellement utile. Si les enquêteurs parvenaient à le convaincre de coopérer, ils pourraient obtenir de nombreux renseignements sur El Rooken. Des enquêteurs interrogèrent Sumner pendant plusieurs heures. Sans le vouloir, celui-ci déclara avoir participé à un double homicide à Chicago, ce qui signifiait qu'il était passible de plusieurs années de réclusion. Les autorités proposèrent à Sumner une peine d'incarcération réduite à condition qu'il leur dise tout ce qu'il savait sur El Rooken. L'ex-général du gang accepta alors de collaborer avec la police. Lors de ses aveux, Sumner dressa un portrait terrifiant d'El Rooken. Le gang comptait des centaines de membres, tous lourdement armés et bien organisés. En outre, de nouveaux membres grossissaient les rangs du gang tous les jours. Toute l'organisation était contrôlée par Jeff Fort, un baron de la drogue connu pour son efficacité et sa brutalité. Il était à la tête de tout le gang. 21 généraux étaient directement sous ses ordres. Et c'est comme ça qu'il conservait le pouvoir. Si l'un de ses généraux essayait de lui ravir ce pouvoir, il y en avait 20 autres qui l'avisaient, de sorte qu'il pouvait se venger.
Les autorités étaient surprises de l'emprise de Fort, car en 1983, il avait été reconnu coupable de trafic de cocaïne et il purgeait depuis une peine de 13 ans de prison au Texas. Selon Sumner, Jeff Fort continuait pourtant de diriger le gang basé à Chicago qu'il contactait depuis les téléphones publics de la prison. Cette déclaration de la part de Sumner provoqua une percée majeure dans l'enquête entourant Al Roken, comme nous le raconte l'assistant du procureur Patrick Dady. Il a été le premier à confirmer quelque chose que les autorités soupçonnaient depuis un bout de temps, à savoir que Jeff Fort, qui se trouvait dans un pénitencier au Texas, parlait régulièrement aux membres d'Al Roken à Chicago par téléphone et qu'il dirigeait toujours les activités de l'organisation. Al Roken avait installé sa base d'opération dans un ancien cinéma de Southside. L'endroit avait été fortifié par les membres d'Al Roken. C'était devenu une vraie forteresse. Des gens se trouvaient en permanence au quartier général d'Al Roken. Il y avait toujours quelqu'un près du téléphone. Ainsi, quand Fort appelait, il pouvait donner ses instructions et ses ordres au gang. Les agents mirent la ligne sur écoute 24 heures par jour et enregistrèrent les appels téléphoniques du baron. Tom Coram est un ex-agent spécial du FBI. En 1985, il faisait partie du groupe d'intervention qui enquêtait sur Al Roken. Les techniciens ont fait installer un dispositif d'écoute électronique par le biais de la compagnie de téléphone. Rien n'a été installé en prison. On a fait tout le travail à Austin, au Texas, à environ 70 km de Bastrop, là où se trouve la prison. Mais on a été surpris en entendant les conversations de Fort avec les chefs du gang à Chicago. Ce n'était qu'une suite de mots sans logique. Jeff Fort et les membres de son gang parlaient un langage codé. Ça pouvait ressembler à « dans la science des tacos, amour, vérité, homme parfait ». On n'avait pas la moindre idée de ce que ça signifiait et l'on n'arrivait pas à trouver des références qui nous auraient permis de décoder ce qu'il disait lors de ces conversations. Les agents croyaient que Fort et les membres d'Al Roken discutaient de trafic de drogue. Mais tant qu'ils n'auraient pas déchiffré leur code, ils ne pourraient rien prouver. Un enquêteur de Chicago a alors eu une excellente idée. Les agents du service de police de Chicago étaient presque quotidiennement en contact avec les membres d'Al Roken. Ils leur montraient qu'ils étaient présents dans le quartier et qu'ils les surveillaient. Or, cet enquêteur a eu l'idée d'envoyer un de ses agents parler à l'un des généraux pendant que Jeff Fort était en communication avec eux. On espérait ainsi que le membre du gang mentionnerait cet incident sous une forme codée à Jeff Fort. Quand il a parlé de cette histoire à Fort au téléphone, il lui a effectivement répété ce que le policier lui avait dit, mais sous une forme codée. On a alors appris le nom de code pour le mot « un », le mot pour « livre » et le mot pour « marijuana ». Et le nom de code pour marijuana était « homme parfait ». Déchiffrer le langage codé d'Al Roken était un travail fastidieux et de longue haleine. Après 2 mois, les agents ne connaissaient qu'une fraction des activités du gang. On s'est aperçu qu'on manquait plusieurs appels effectués depuis d'autres téléphones du quartier général d'Al Roken à Chicago. On savait qu'on devait cesser les opérations au Texas et nous installer à Chicago pour pouvoir suivre les conversations téléphoniques de tous les appareils qui se trouvaient là, afin d'avoir un portrait complet de l'affaire. En décembre,
l'agent Coram et son équipe décidèrent de concentrer leurs opérations à Chicago. Ils établirent un poste d'écoute près du quartier général d'El Rukn. Mais en mettant au point ces opérations, les autorités se retrouvèrent avec un problème par trop familier. Quand on a commencé à écouter les conversations à Chicago, j'ai constaté de nouveau que je n'y comprenais rien. El Rukn utilisait un nouveau langage codé. Les membres pouvaient avoir découvert que le FBI écoutait leurs conversations. Une fois de plus, l'agent Coram ne comprenait pas ce qu'il se disait. C'était comme repartir à zéro, alors qu'on espérait poursuivre le travail qu'on avait commencé au Texas. Heure après heure, Coram écouta les enregistrements. Il commença peu à peu à décoder des phrases. J'ai tout réécouté depuis le début et j'ai commencé à mettre les morceaux ensemble. J'en suis venu à la conclusion qu'il parlait d'une rencontre qui avait eu lieu avec un homme en Libye qui devait leur donner de l'argent afin qu'ils détruisent un avion ici, aux États-Unis. Coram alerta le bureau du procureur de l'État. L'enquête portant sur un gang de narcotrafiquants avait mis au jour un complot terroriste. Le FBI contacta l'escouade antiterroriste. C'est l'agent spécial Ned Amara qui était assigné à cette escouade à Chicago. On a pris cette affaire au sérieux parce qu'on ne savait pas encore si c'était vrai ou non. On a décidé de prendre le relais et de s'occuper de l'opération d'écoute électronique afin de déterminer s'il y avait lieu de s'inquiéter. Le groupe d'intervention antidrogue a proposé de nous aider avec les enregistrements de ces conversations. Mais pour connaître les plans d'El Rukn, les autorités devaient rapidement déchiffrer le langage codé du gang. On a alors mis nos équipes de surveillance au boulot. Fred Witt est lieutenant au sein du service de police de Chicago. Il est spécialisé dans la surveillance. En 1985, il fut assigné à l'escouade antiterroriste du FBI. Ils nous ont demandé de participer à l'enquête parce qu'ils savaient qu'il y aurait des opérations de surveillance. Comme plusieurs policiers de Chicago avaient participé à l'enquête sur El Rukn, ils pourraient nous aider à mettre au point une stratégie pour surveiller cette organisation. Le travail de l'équipe consistait à surveiller les membres du gang et à comparer ses observations aux informations recueillies lors de l'écoute des conversations des suspects. On surveillait certains membres du groupe qui parlaient régulièrement avec Jeff Fort 24 heures par jour. On les surveillait pour connaître leurs activités. Un jour, un des membres du gang a lu un article de journal à Jeff Fort en substituant certains mots par des mots codés. Ça nous a permis de comprendre certains de ces mots parce qu'ils parlaient d'un événement qui s'était produit à Southside au cours duquel il y avait eu un échange de coups de feu entre le propriétaire d'un immeuble et son voisin. On a donc pu insérer ces mots déchiffrés dans les conversations antérieures, ce qui nous a permis de clarifier beaucoup de choses. Lentement, les agents parvinrent à déchiffrer le nouveau langage codé. Ron Reddy est agent spécial au bureau du FBI de Chicago. Les appels interceptés au quartier général d'El Rukn tournaient principalement autour de deux sujets. Ils parlaient des affaires courantes d'El Rukn, c'est-à-dire de leur trafic de drogue. Mais on a alors commencé à se rendre compte qu'ils parlaient aussi de mettre en œuvre un complot entre El Rukn et le gouvernement de la Libye.
Connaissant le passé violent de cette organisation, on craignait qu'Al Rukn ne s'apprête à commettre un attentat terroriste aux États-Unis en échange d'une somme d'argent qui leur serait versée par le gouvernement libyen. Grâce aux opérations d'écoute électronique, les autorités apprirent que plusieurs membres d'Al Rukn étaient allés depuis peu en Libye. Pendant que les agents écoutaient toujours les conversations du gang, la situation en Libye continua de se détériorer. Le 2 avril 1986, une bombe explosa à bord du vol 840 de la TWA entre Rome et Athènes. 4 Américains furent alors tués et 9 autres blessés. Le FBI soupçonnait le gouvernement libyen et le président Mouammar Kadhafi d'être responsables de cet attentat. Le 4 avril 1986, il y a eu plusieurs conversations entre Jeff Fort et un certain Melvin Mays, un général d'Al Rukn. Ils ont parlé de l'attentat à la bombe dans l'avion entre Rome et la Grèce. À un certain moment, Mays a même dit que leur organisation pourrait commettre un attentat comme celui-là d'ici 30 à 50 jours. Cette perspective était terrifiante. Grâce au microphone, le groupe d'intervention entendit Fort exposer son plan. Le chef du gang voulait que Leon McAnderson et Rico Crenshaw, 2 de ses généraux, se rendent à nouveau en Libye. Fort voulait absolument convaincre les Libyens qu'ils étaient une organisation sérieuse et qu'ils pouvaient travailler pour eux. Une des choses qu'on a pu déterminer, c'est qu'ils discutaient de la possibilité d'apporter des articles de journaux aux Libyens et de leur dire « Voici ce qu'on a accompli. Voici le genre de crime violent qu'on peut commettre. » Leur objectif était de convaincre les Libyens qu'Al Rukn était une organisation assez importante pour commettre des attentats terroristes aux États-Unis en leur nom. On croyait que c'était une menace sérieuse. Si McAnderson et Crenshaw retournaient en Libye, les agents du FBI ne seraient jamais loin derrière eux. À Chicago, des agents du FBI et des policiers avaient mis le gang d'Al Rukn sur écoute. 2 des généraux de Jeff Fort planifiaient un voyage outre-mer pour convaincre les autorités libyennes de leur capacité à commettre des attentats terroristes aux États-Unis. Des restrictions de déplacement vers la Libye rendirent toutefois ce voyage impossible. Ron Reddy est un agent spécial du FBI. Il fait partie de l'escouade antiterroriste. Les États-Unis venaient de se lancer dans des opérations militaires contre les Libyens. Et les membres du gang savaient que les Libyens étaient étroitement surveillés par le gouvernement américain. Les membres d'Al Rukn et les Libyens avaient alors établi qu'il serait plus prudent de se rencontrer au Panama, qu'ils appelaient le chapeau de paille. C'était le mot de code qu'ils utilisaient quand ils parlaient du Panama. Crenshaw et McAnderson, 2 généraux d'Al Rukn, devaient se rendre dans la ville de Panama. Le groupe d'intervention comptait surveiller les 2 hommes depuis le moment où ils quitteraient Chicago jusqu'à leur retour. Le 3 mai, Crenshaw et McAnderson quittèrent le quartier général d'Al Rukn. L'équipe de surveillance n'était pas loin derrière eux. Les 2 hommes prirent un jet en direction de Miami, d'où ils prirent ensuite un avion pour Panama. Une fois à destination, Crenshaw et McAnderson furent aperçus alors qu'ils entraient dans l'ambassade de la Libye pour y rencontrer vraisemblablement des représentants du gouvernement. Le 10 mai, les 2 membres d'Al Rukn rentrèrent aux États-Unis.
On connaissait la date de leur retour et l'on a demandé à nos collègues des douanes américaines de les fouiller à leur arrivée à Miami. Les douaniers ont trouvé un document dans les bagages de Rico Crenshaw qu'ils ont photographié. Crenshaw et McAnderson ne savaient rien de tout ça. Le document en question était écrit de la main de Crenshaw. C'était ni plus ni moins une lettre où il expliquait qu'il disposait de cellules de 5 hommes dans plusieurs villes des États-Unis et qu'ils étaient intéressés à déstabiliser le gouvernement. Le lendemain, soit le 11 mai, le groupe d'intervention intercepta plusieurs appels téléphoniques entre les deux membres d'El Rukn et leur chef, Jeff Fort. Crenshaw et McAnderson disaient à Fort que les Libyens avaient accepté de financer leurs opérations. Ces derniers devaient déposer une somme d'argent dans une banque panaméenne aux États-Unis. Un avocat qu'ils avaient rencontré à Panama allait les contacter sous peu. Pour le groupe d'intervention, c'était une nouvelle très inquiétante, mais les agents ne disposaient pas de preuves suffisantes pour faire inculper le gang d'El Rukn de complot. Pour établir qu'un crime avait été commis, le FBI devait recueillir assez d'indices et prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'il y avait eu complot, que ces types avaient intentionnellement machiné un crime. En outre, on devait prouver que ce complot portait sur un éventuel attentat terroriste aux États-Unis. Les agents continuèrent d'écouter les conversations des suspects dans l'espoir d'en savoir davantage sur eux. En juin, Fort a suggéré aux membres d'El Rukn de se rendre en Libye pour y apprendre à faire des bombes. Il a dit « On pourrait envoyer certains de nos soldats ou de nos membres. Ensuite, ils rentreraient aux États-Unis où ils pourraient montrer aux autres membres comment faire des bombes. » Même si cette éventualité était alarmante, on manquait toujours de preuves pour démontrer qu'il y avait complot. Quelques semaines s'écoulèrent. L'argent attendu de la Libye ne fut jamais déposé dans le compte bancaire du gang. Fort était inquiet. Il aurait fait n'importe quoi pour conclure une entente avec les Libyens. À la fin du mois de juin ou au début de juillet, Fort a compris qu'il ne toucherait pas d'argent des Libyens. Il faudrait d'abord que les membres d'El Rukn fassent quelque chose pour forcer leur respect. Il a parlé de la possibilité d'endommager un immeuble gouvernemental, de poser une bombe dans un avion ou de trouver une roquette qu'il comptait utiliser. On s'est alors demandé si on ne pouvait pas en profiter pour les piéger. Fort désirait acheter des armes militaires. Le groupe d'intervention décida de l'aider à réaliser ce projet en devenant le fournisseur exclusif d'El Rukn. L'agent spécial Willie Yulon est alors entré en scène. Willie faisait partie d'un groupe d'intervention. Il avait déjà acheté des stupéfiants d'Alan Knox, un des membres du gang, grâce à un informateur qui collaborait avec le FBI. Comme Alan Knox occupait un poste important au sein d'El Rukn, on pouvait présumer qu'il était au courant des projets de Fort. On s'est dit qu'on allait organiser une autre transaction d'achat de stupéfiants avec Alan Knox. Lors de cette transaction, l'agent spécial Yulon mentionnerait qu'il connaissait quelqu'un qui vendait des armes et de l'équipement militaire et que celui-ci était disposé à en fournir aux membres d'El Rukn. L'agent mentionna qu'un de ses amis travaillait dans une base militaire et qu'il pouvait facilement voler des armes. Knox se montra intéressé. Willie Yulon est un type incroyable. Il est calme et posé et travaille bien malgré la pression.
C'était l'homme idéal pour mener à bien ce genre de mission. Il connaissait bien les gangs de rue, il était calme et il avait de bons contacts. Willie était parfait pour jouer ce rôle. Knox parla à Hewlon du genre d'armes que les membres du gang souhaitaient acheter. Ils étaient intéressés par des lance-grenades. Quand le type a décrit ces lance-grenades, il a dit « comme celui que Clint Eastwood utilise au cinéma ». De toute évidence, il s'agissait d'une roquette anti-char légère. La roquette anti-char M72 est l'arme anti-char légère de prédilection de l'armée américaine. Ce missile tiré à l'épaulé peut perforer une armure à plus de 200 mètres. Il peut détruire un char d'assaut, un immeuble, et même un avion volant à basse altitude. Les agents hésitaient à fournir une arme aussi dangereuse à El Rooken. Mais cette transaction offrait l'occasion de recueillir des indices compromettants. On s'est dit, pourquoi le FBI ne fournirait-il pas une roquette à El Rooken? L'agent spécial Willie Hewlon négociait un prix avec Alan Knox. Il annonça à Knox qu'il pouvait lui vendre des roquettes anti-char pour 1 850 $ pièce. Bien entendu, on n'avait nullement l'intention de vendre à ces types un lance-roquettes qu'ils pourraient utiliser ou qui seraient même en état de fonctionnement. Mais cela dit, on voulait leur vendre un objet qui ressemblait à s'y méprendre à un lance-roquette et qui, malgré un examen attentif, convaincrait ces types que c'était bien un lance-roquette. L'ATF, le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, fabriqua un faux lance-roquette. Bien qu'il semblât être bien réel, il ne contenait aucune charge explosive. L'ATF installa également un émetteur radio de façon à ce que les agents sachent en tout temps où se trouvait l'arme. Le missile était prêt et le piège était tendu. Le 29 juillet, le groupe d'intervention mit l'opération en branle. Le 29 juillet 1986, l'escouade antiterroriste du FBI avait lancé une opération complexe. Les agents devaient vendre un faux lance-roquettes à El Rooken, un gang de violents narcotrafiquants qui était prêt à commettre des attentats terroristes pour la Libye, moyennant un montant d'argent. Jeff Fort, le chef du gang, mordit à l'hameçon et demanda à Alan Knox d'organiser la transaction. On les a entendus en parler au téléphone après la rencontre. On savait donc que le projet irait de l'avant. Plus tard, les membres d'El Rooken nous ont dit qu'ils nous rencontreraient et que la transaction aurait lieu. Les membres de l'escouade se rencontrèrent pour planifier l'opération. La vente de la roquette anti-char se tiendrait dans un hôtel de Lansing en Illinois, à 50 km de Chicago. Normalement, on n'aurait jamais organisé une mission secrète comme ça, parce que c'était très dangereux pour l'agent Hewlon. Mais on savait qu'El Rooken avait tissé des liens avec les Libyens, et l'on devait sous-peser tous les risques. Finalement, on a conclu qu'on pouvait mener cette opération en toute sécurité et qu'on pouvait protéger la vie de notre agent d'infiltration. Des équipes de surveillance allaient être postées tout autour de l'hôtel, à 4 pâtés de maison de l'immeuble. Des unités SWAT et des membres de la police secrète surveilleraient le périmètre intérieur, dans l'hôtel et tout autour. Le 31 juillet, des agents du FBI, de l'ATF, de la DEA et du service de police de Chicago se déployèrent à l'hôtel de Lansing en Illinois. Ils devaient impérativement réussir cette mission, car la vie de centaines, voire de milliers de gens était en jeu. Le soir de la transaction, il y avait au moins 50 agents postés un peu partout.
Les équipes de surveillance assignées au périmètre extérieur se mirent en position. À 18h30, une voiture entra dans le périmètre. 2 hommes se trouvaient à bord. L'équipe de l'enquêteur Witt identifia le véhicule qui s'approchait. Witt le suivit jusqu'à une station-service non loin de là. À la station-service, il put formellement identifier Melvin Mays, le conducteur. Quant aux passagers, il s'agissait d'Alan Knox. Quelques instants après le départ de Melvin de la station-service, on l'a vu se diriger vers le périmètre intérieur. On a transmis aux autres agents le numéro de la plaque de sa voiture, sa couleur et sa marque. Bref, toutes les informations qui permettraient de mieux les surveiller. À l'hôtel, les membres de l'escouade se mirent en position. Il y avait d'autres membres de l'unité SWAT et des agents assignés à la surveillance dans des chambres voisines et dans les couloirs, à divers étages. On n'avait rien négligé pour contrôler la situation. On voulait éviter que des civils, qui n'avaient rien à voir avec cette mission, soient pris dans le feu croisé, s'il devait y avoir des échanges de coups de feu. Les équipes du périmètre extérieur se préparaient à se rapprocher pour protéger le secteur dans l'éventualité où les choses tourneraient mal. Avec une telle puissance de tir, les agents pouvaient affronter n'importe quelle situation. Mays et Knox arrivèrent à l'hôtel en l'espace de quelques minutes. La transaction était sur le point d'avoir lieu. L'escouade était prête. On a d'abord entendu frapper à la porte. On pouvait très nettement entendre les coups. On a alors entendu des voix. Quelqu'un a demandé qui était là. Ensuite, il a ouvert. On a entendu les hommes négocier et discuter de la vente de la roquette. Launch. Look, something extra I threw in. You can't say the rocket launcher. Where's it at? It's on the photo. You know I don't do business like that. Where's cash? It's close. You get your launcher when I get my cash. Quelques minutes plus tard, Melvin Mays quitta l'hôtel. Il devait obtenir une confirmation de Jeff Fort, le chef du gang, avant de compléter la transaction. Mays retourna au quartier général d'El Rocun pour y attendre l'appel téléphonique de Fort. Grâce au dispositif d'écoute électronique, on put entendre la conversation entre Mays et Fort. Ce dernier semblait inquiet à propos de la transaction. Il craignait qu'il ne s'agisse d'un coup monté. Fort ordonna à Mays de retourner à l'hôtel en compagnie d'un jeune membre du gang. Il devait arriver sur place dans des voitures différentes. Ainsi, si la transaction était un coup monté, Jeff Fort ne perdrait qu'un membre du gang de moindre importance plutôt qu'un de ses généraux. En d'autres mots, Fort ne voulait pas qu'il y ait de contact entre les agents d'infiltration et ses généraux, ni de transactions monétaires entre eux. Fort ordonna aux membres subalternes de remettre l'argent aux hommes et de prendre la roquette anti-char. La vente se déroula sans encombre.
what you think? Thank you, sir. Still all there, right? Pleasure doing business with you. But we can continue. All right. Thank you. Les membres d'El Rooken ignoraient que la roquette ne fonctionnait pas. Le membre subalterne repartit en direction de Chicago, tout comme Melvin Mays. Des équipes de surveillance les suivirent sur l'autoroute Dan Ryan. Il y avait des unités de surveillance derrière eux, devant eux et de chaque côté. D'autres unités entraient sur l'autoroute et d'autres en sortaient. Soudainement, le membre du gang qui transportait la roquette se rangea au bord de l'autoroute. Quelques secondes plus tard, un autre véhicule se rangea à côté de lui. C'était Melvin Mays. La voiture du jeune membre était tombée en panne. La roquette fut alors transférée dans la voiture de Mays. On n'aurait jamais su que l'arme avait été mise dans le véhicule de l'autre homme si on ne les avait pas vus faire à ce moment-là. On avait équipé la roquette d'un émetteur radio et l'on comptait se servir de notre matériel électronique pour savoir où la roquette serait éventuellement cachée. Mays se rendit à un immeuble de South Kenwood Avenue, à quelques kilomètres du quartier général d'El Rooken. Les membres du gang appelaient cet immeuble l'armurerie. Notre travail a alors vraiment commencé. Nos hommes se sont postés à cet endroit 24 heures par jour et 7 jours par semaine pour s'assurer que la roquette ne serait pas déplacée ailleurs. L'agent spécial Ned Amara poursuivit les opérations d'écoute électronique. Quelques jours ont passé. Fort a cessé de craindre qu'on soit des policiers. Lors de conversations téléphoniques, il a dit « D'accord, achetons-en 5 autres. On en veut 5 autres et l'on va en tester une. » Les membres de l'escouade étaient inquiets. Fort avait choisi une cible pour démontrer sa volonté de commettre des attentats terroristes. Il avait l'intention de tuer un enquêteur du service de police de Chicago. Cet enquêteur travaillait au sein de l'escouade anti-gang de Chicago. Pendant plusieurs années, il avait été une véritable épine au pied d'El Rooken. Les membres du gang le détestaient. Il s'était dit qu'il serait intéressant de tester une de leurs roquettes sur lui. Les avocats et les agents pensaient tous que le temps était venu de les arrêter. On croyait qu'il serait risqué d'attendre encore, parce que s'ils testaient la roquette anti-char, ils s'apercevraient qu'elle ne fonctionnait pas, et la plupart de nos agents d'infiltration seraient alors démasqués. Le FBI avait une mission dangereuse à accomplir. Il était temps de démanteler le gang d'El Rooken et de garder Jeff Fort derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Le FBI avait bien hameçonné le gang d'El Rooken. On disposait de photos compromettantes et d'enregistrements du moment où les membres avaient acheté une fausse roquette anti-char. Depuis sa prison au Texas, le chef du gang, Jeff Fort, avait ordonné aux membres d'acheter 5 autres roquettes. Il voulait en tester une afin de prouver aux Libyens qu'ils pouvaient commettre un attentat terroriste sur commande.
On devait tout faire pour éviter que les membres d'El Rukn commettent un crime pour impressionner les Libyens. On pensait qu'on était allé assez loin et qu'on disposait de suffisamment d'indices pour les mettre derrière les barreaux pour des accusations de possession d'armes, voire même d'activités terroristes. Il n'était pas question de courir le risque qu'ils achètent une roquette anti-char d'une autre personne que nous et qu'ils l'utilisent. Si une vraie roquette anti-char se retrouvait dans les mains des membres d'El Rukn, la situation serait catastrophique. Je crois qu'on pensait tous qu'il était temps de les arrêter. Dans la matinée du 5 août, l'escouade lança des raids simultanément sur le quartier général d'El Rukn et sur l'immeuble appelé l'Armurerie. L'immeuble situé à l'angle de la 39e rue de Drexel était une forteresse. Il y avait des portes en acier à l'avant et à l'arrière, et des portes en fer. On a dû utiliser une lance thermique ce jour-là pour entrer dans l'immeuble et exécuter notre mandat de perquisition. D'agents de surveillance, nous sommes devenus des agents de recherche et de contrôle. On a commencé à procéder aux arrestations systématiques des types qui faisaient partie du complot un peu partout en ville. Dans un bureau du quartier général d'El Rukn, les autorités trouvèrent les itinéraires de voyage de Rico Crenshaw et Leon McAnderson en Libye. La deuxième équipe d'arrestation fit une descente à l'immeuble de South Kenwood Avenue. Je me trouvais à cet endroit sur South Kenwood. Notre principal objectif était de trouver la roquette anti-char. On a parcouru tous les couloirs de l'immeuble. On suivait l'agent de l'ATF qui avait l'appareil de détection en main. Il montait un escalier, puis redescendait. Le signal devenait alors plus faible ou au contraire plus fort. On est resté là pendant environ 30 minutes. On faisait le tour de l'immeuble sans trop savoir où aller. Puis, on est finalement descendu au sous-sol. L'endroit était infesté de rats et de blattes. En descendant l'escalier, on a constaté que le signal devenait de plus en plus fort. Finalement, on a pensé que la roquette devait se trouver sous l'escalier. On a alors tout arraché et trouvé de fait la roquette anti-char, de même qu'un arsenal de 35 armes automatiques. Il y avait entre autres des mitraillettes. Qui sait combien de ces armes avaient servi à commettre des crimes? Mais le plus important, c'était qu'on avait retrouvé la roquette avant que ces types découvrent qu'elle ne fonctionnait pas. McAnderson et Crenshaw n'opposèrent pas de résistance à leur arrestation. Alan Knox fut également mis en détention. Quant à Melvin Mays, il était introuvable. Le 30 octobre 1986, Jeff Fort, Alan Knox, Rico Crenshaw et Leon McAnderson furent inculpés de complot, de possession d'armes et de l'utilisation d'entrepôts dans plusieurs États différents en vue de commettre des actes illégaux. Le nom de Melvin Mays, qui était toujours en cavale, fut mis sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés aux États-Unis. En 1987, McAnderson et Crenshaw furent reconnus coupables et condamnés à plus de 50 ans de réclusion. Melvin Mays parvint quant à lui à échapper aux autorités pendant près de 9 ans. En 1995, il fut arrêté et condamné à 3 peines d'emprisonnement à vie consécutives. Jeff Fort, qui était déjà derrière les barreaux, fut condamné à passer 80 autres années en prison. C'était la première fois dans toute l'histoire des États-Unis
que des citoyens américains étaient condamnés pour avoir planifié un attentat terroriste pour le compte d'un pays étranger. Pour les policiers de Chicago, l'affaire El Rooken est une victoire importante. Un dangereux gang a été démantelé. Pour le FBI, l'affaire El Rooken représente un autre combat de gagné dans la guerre au terrorisme.